eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we are. 24 heures Sénat, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction de Public Sénat pour débattre et décrypter toute l'actualité du Sénat. Pour refaire toute l'actualité politique et parlementaire de la semaine, c'est bien sûr Parlement Hebdo, 45 minutes pour tout comprendre. Les réactions à chaud des ministres et des parlementaires en direct de la sortie de l'hémicycle. Retrouvez-nous tous les jours en direct pour suivre les temps forts des textes en séance et des auditions. Dans Preuve par 3, je mets à l'épreuve les responsables politiques sans concession autour de 3 temps forts. Le grand rendez-vous politique du soir qui décrypte l'actualité du jour. Bring the action. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. Le Club des municipales, c'est le rendez-vous électoral de l'année sur la chaîne Public Sénat où j'inviterai autour de moi l'ensemble de mes confrères pour débattre et décrypter des grands enjeux locaux de cette élection. Déshabillons-les, c'est l'émission où je déshabille les politiques en tout bien tout honneur. En cette année d'élection municipale, Itinerarbis reprend la route à la découverte de villes en pleine transformation pour une balade dans une France inattendue. Europe Hebdo, c'est l'actualité européenne dans tous ses états. Dans Génération Europe, on parle des enjeux de l'Europe avec des étudiants français et étrangers. L'actualité politique vue du web. Bibliothèque Médicis, une émission littéraire reconnue de référence pour les auteurs, leurs livres et pour le public dans un lieu exceptionnel. Culture T, c'est l'émission de tous les arts dans tous les territoires. Un lieu, une histoire, je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles conversations sur les hauts lieux de la Grande Guerre. Les pieds sur terre, c'est le rendez-vous des initiatives écolo. Enquête d'Europe, c'est une manière singulière de montrer et raconter l'Europe. Le docu-débat, c'est un documentaire suivi d'un débat pour prolonger la discussion. Qui occupera la place normalement réservée à la Première Dame ce soir lors du fastueux dîner d'État? Et j'ajoute que le président américain sera présent en France pour commémorer le 6 juin prochain les 70 ans du débarquement des troupes alliées en Normandie. Dans l'actualité ce soir, surtout ne pas ouvrir un nouveau front de contestation après les récentes manifestations. Jean-Marc Ayrault a insisté sur une intégration apaisé. En présentant sa feuille de route tout à l'heure sur ce sujet, nous voulons traiter sereinement ces questions, insiste le Premier ministre. Alors quelles sont les principales pistes de réflexion? On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Refonder la politique d'intégration, voilà l'ambition du gouvernement réuni quasiment au complet en séminaire à Matignon. Mais pas question d'ouvrir un nouveau front polémique à quelques semaines des élections municipales. Jean-Marc Ayrault souhaite un débat apaisé. La politique, c'est pas l'art de mettre sous le tapis les problèmes. La politique, c'est le courage de les traiter. Et de les traiter patiemment, sereinement et de façon méthodique et progressive. C'est ce que nous faisons. Les mesures se veulent consensuelles et axées sur 3 piliers. Premier d'entre eux, l'accueil des étrangers et leur apprentissage d'un socle commun, avec un redéploiement des moyens qui mettront l'accent sur les nécessaires démarches à effectuer ou encore l'apprentissage du français. Deuxième axe choisi par Matignon, la lutte contre les discriminations et l'égalité des droits. Et là, plus question d'immigration mais d'intégration pour des personnes de nationalité française mais restées en marge du modèle républicain.
Lutte contre les discriminations pour une véritable égalité d'accès à l'emploi, au logement ou encore aux soins. Et l'école sera aussi en première ligne avec notamment l'enseignement des valeurs de la République. Troisième et dernier pilier, développer une politique d'échange et de mémoire en mettant par exemple en valeur des figures de l'histoire issues de l'immigration, qu'ils soient anciens combattants, sportifs ou encore artistes. Une nouvelle instance rattachée à Matignon sera chargée de piloter l'ensemble des mesures, une manière pour le Premier ministre de reprendre la main sur ces questions, auparavant traitées par le ministère de l'Intérieur. Et sur ce sujet, débat à suivre tout à l'heure avec la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, le député UMP Hervé Mariton, l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol, et la journaliste et fondatrice de l'association Les Indivisibles, Rokhaya Diallo. Mais d'abord, la Cour des comptes a présenté aujourd'hui son rapport annuel sur l'utilisation des deniers publics au programme Remontrance et économie. L'institution exhorte le gouvernement à réduire davantage les dépenses publiques. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. Ramener le déficit public à 4,1% du PIB en 2013 et 3,6% en 2014, un objectif très incertain. C'est le constat de la Cour des comptes. Dans leur rapport très attendu et dévoilé ce matin, les sages dénoncent l'excès d'optimisme du gouvernement dans ses prévisions. Pour eux, ils surestiment ses recettes et n'envisagent pas de dépenses imprévues. Au total, pour les magistrats, 6 milliards d'euros de manque à gagner de recettes fiscales pour l'État en 2014, de quoi aggraver encore un peu plus le déficit. Nous estimons qu'il y a une indifférence trop grande dans notre pays face au manque de résultats des politiques publiques. Donc nous invitons effectivement à certaines remises à plat. Nous invitons à un changement de culture, à ce que les pouvoirs publics s'intéressent davantage aux résultats. Et comme c'est la tradition, la Cour des comptes met en lumière un florilège de dysfonctionnements, parfois absurdes et toujours coûteux. Comme le programme de second porte-avions français lancé en 2005 avec la Grande-Bretagne, finalement abandonné. Bilan, un surcoût de 200 millions d'euros. La SNCF se trouve elle aussi dans le viseur. En cause, des billets à prix réduit pour les cheminots et leurs proches, soit près d'1 million de personnes qui voyagent gratuitement. Un manque à gagner de 100 millions d'euros. Et puis en bref, ce soir, l'intersyndicale des taxis à l'origine de la manifestation hier appelle à une grève reconductible jusqu'à l'arrêt des immatriculations de VTC. Ce sont les voitures de tourisme avec chauffeur qu'elles accusent de concurrence déloyale. À l'issue de 3 heures de réunion, les syndicats ont finalement décidé d'encourager les actions spontanées observées à Paris et aux abords des aéroports depuis lundi soir. Jour J-1 pour Serge Dassault. C'est demain que le bureau du Sénat se réunit pour statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Hier, le sénateur UMP a pris tout le monde de court en annonçant lui-même qu'il souhaitait la levée de cette immunité. On voit tout cela avec Sophie Normand. Tout le monde s'attendait à une explication de la part de Serge Dassault. Il avait demandé la parole en début de séance. Finalement, ce fut un non-événement. Mais compte tenu du faible... personnes qui sont là, je renonce à cette règle. Hier, c'est le sénateur lui-même qui a demandé la levée de son immunité parlementaire. Une démarche tout à son honneur qui lui permettra de se défendre selon ses collègues de l'UMP. On a discuté de la meilleure stratégie et je pense que comme Serge Dassault n'a rien à se reprocher, il a eu raison de demander la levée de son immunité. À gauche, on voit là une tentative de reprise en main de la situation. Je crois que Serge Dassault a compris que cette fois-ci, le bureau du Sénat lèverait son immunité. Il a appliqué l'adage quand les événements vous échappent, feignez de les organiser. La demande de Serge Dassault intervient à 2 jours de la réunion du bureau du Sénat. Objet, se prononcer sur une nouvelle demande de levée de son immunité parlementaire. La dernière remonte au 8 janvier dernier. Elle avait déclenché un tollé conduisant le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a préconisé un changement du mode de vote. Les sénateurs devront aussi se prononcer sur cette question avant, très probablement, de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Il pourrait alors être placé en garde à vue par la justice. La suite du 22h avec dans un instant, et comme tous les mardis soirs, la chronique Net d'info de Caroline Deschamps.
Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. On va évoquer ensemble ce soir la visite de François Hollande aux États-Unis. Au programme, la conférence de presse commune avec Barack Obama et puis le dîner d'État. Le tout évidemment très suivi sur les réseaux sociaux. Eh oui, mieux que Nabila Hollywood, le Hollande Tour aux États-Unis. On a pu suivre minute par minute ou presque le voyage du président de la République via le site et le compte Twitter de l'Élysée, mais surtout via les tweets des journalistes embarqués. De la visite de la maison de Thomas Jefferson au discours de François Hollande devant la Maison-Blanche. Les journalistes qui suivent l'Élysée ont décrit les coulisses et posté de nombreuses photos. Maryse Burgot de France 2 nous donne à voir la table dressée pour le dîner officiel de ce soir, tandis que Valérie Nataf de TF1 explique qu'Aquilino Morel, la plume du président et le nouveau patron de la communication, se trouve juste à côté de Michelle Obama lors du discours de François Hollande. Mais surtout, les journalistes français prennent la pose devant la Maison-Blanche. Selfie congelé par le froid par Valérie Nataf. It's cold in Washington, c'est François Hollande himself qui le dit en anglais. Alors selfie aussi de Thomas Videur du Monde, qui est souvent présent d'ailleurs sur ce plateau, dans le bureau ovale avec en arrière-plan Obama et Hollande qui patientent sagement attendant que les journalistes fassent leurs photos souvenirs. Alors des photos évidemment qui ont déclenché beaucoup de railleries sur Twitter et aussi un appel au calme de la Maison-Blanche, comme le rapporte Laurent Saïm d'ITélé. Alors on peut se moquer, hein, mais il faut avouer que c'est tentant. Moi, peut-être que je l'aurais fait. Alors j'ai fait un selfie devant le Sénat, ça n'a pas eu le même écho. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que les journalistes qui ont fait leurs photos souvenirs. Benoît Attiolin, le président du Conseil national du numérique et qui fait partie de la délégation officielle, a posté le sien sur Facebook, tout comme Frédéric Lefebvre, député UMP et ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Alors finalement, on se moquait, Sonia, des selfies, donc des autoportraits de Nadine Morano. Et bien finalement, elle fait des émules. Et ça va continuer demain, Caroline. Eh oui, demain, François Hollande, accompagné notamment de Fleur Pellerin, la ministre en charge du numérique, de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, d'une délégation de spécialistes comme Benoît Attiolin, dont je parlais à l'instant, se rendent dans la Silicon Valley. Alors, c'est la première fois depuis 30 ans qu'un président français se rend en Californie. La dernière fois, c'était en 84 avec François Mitterrand. Alors, le monde a légèrement changé, ironise d'ailleurs un conseiller élyséen. François Hollande déjeunera cette occasion avec le gratin du web, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, une représentante de Facebook, le président de Google et aussi bien sûr des Français start-upers expatriés à la Silicon Valley. Ce voyage est donc aussi marqué par le signe du numérique, Sonia. Et puisqu'on parle justement du numérique, Caroline, la communication de l'Élysée a subi quelques changements dernièrement. C'est Le Monde qui l'a révélé hier, Claude Sérillon, dont le rôle au sein de la communication est contesté, notamment depuis l'affaire Leonarda, ne chapeauterait plus la communication. L'ancien journaliste s'occuperait désormais de la cellule web du château, Aquilino Morel étant lui nommé donc le patron de la communication. Et alors évidemment, une fois encore, Twitter ne s'est pas gêné pour blaguer sur les nouvelles attributions de Claude Sérillon. Les tweets moqueurs ont été accompagnés, on le voit, de photos de Minitel, d'ordinateurs vintage, de téléphones à cadran. Il faut dire que l'ancien présentateur du JT n'est pas très geek, il n'est pas très présent sur les réseaux sociaux. Alors pour l'heure, l'info n'a pas été officiellement confirmée par l'Élysée. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe web actuelle, elle, reste en place et une équipe qui s'y connaît, donc au pire, elle pourra former les néophytes. À suivre, donc merci beaucoup Caroline Deschamps. On vous retrouve bien sûr mardi prochain dans le 22h et je précise avant, pour votre émission, La Politique c'est net, c'est le vendredi à 19h15. Merci à vous. La suite du 22h dans un instant, eh bien c'est le grand débat du mardi soir. Le Premier ministre a lancé avec beaucoup de précautions tout à l'heure le chantier de l'intégration, insistant sur sa volonté d'avoir un débat apaisé sur ce sujet. Mais le contexte s'y prête-t-il vraiment? Quelles sont les pistes avancées par le gouvernement? On en parle avec de nombreux invités. C'est juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Flora Sauvage. Une poignée de main historique. Pour la première fois depuis 65 ans, de hauts responsables chinois et taïwanais se sont rencontrés officiellement à Nankin après la séparation des territoires en 1949. Les discussions doivent durer 4 jours. C'est un grand pas en avant dans la normalisation silencieuse des relations entre les deux Chines.
L'accord prévoit dès que possible l'établissement d'un bureau de liaison dans chaque territoire. Au moins 76 morts dans le crash d'un avion militaire dans l'est de l'Algérie. L'avion s'est écrasé peu avant son atterrissage à Oum El Bouaghi, à 500 km à l'est d'Alger. Parti de Tamanrasset, l'avion transportait des militaires et leurs familles. Selon la radio publique algérienne, le crash serait dû à des mauvaises conditions météorologiques. La France y était opposée, mais les États membres n'ayant pas réussi à constituer une majorité de blocage, la Commission européenne devrait autoriser la culture d'un nouvel OGM en Europe, le maïs TC 1507. 4 OGM ont obtenu une autorisation de culture dans l'Union européenne, mais un seul est encore cultivé dans quelques États, le maïs du groupe américain Monsanto. C'est la disparition d'une icône. À 85 ans, Shirley Temple s'est éteinte. L'actrice américaine avait démarré sa carrière à 4 ans. À 12 ans, elle avait déjà 19 films à son actif. Lassée par sa carrière d'actrice, elle décide ensuite d'entrer en politique aux côtés des Républicains. Et enfin, le dessin du jour avec Plantu dans Le Monde qui revient sur la visite d'État de François Hollande au pays de Mickey. Prudence, prudence. Le Premier ministre a pris beaucoup de précautions en lançant tout à l'heure le chantier dit d'une refondation de la politique d'intégration. On se souvient que le sujet avait enflammé la classe politique en décembre dernier lors de la remise d'un rapport sur ce thème. Alors, est-ce vraiment le moment d'ouvrir ce débat dans un contexte tendu? Que valent les pistes et propositions du gouvernement? On élargira aussi le débat à l'Europe après la déflagration de la votation suisse sur la limitation de l'immigration. Et pour en parler ce soir, de nombreux invités en notre compagnie que je vous présente avec plaisir. La sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Avec nous également le député UMP Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Rokhaya Diallo nous accompagne. Bonsoir Rokhaya. Vous êtes éditorialiste, membre de l'ENAR. C'est le réseau européen contre le racisme et vous êtes l'auteur de ce livre « Comment parler du racisme aux enfants » préfacé par Lilian Thuram. Avec nous également l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « Touche pas à ma France » aux éditions de Passy. Merci d'être avec nous tous les quatre. Alors d'abord, on a rappelé à plusieurs reprises que le contexte était tendu. Une partie de l'opinion à cran. Est-ce que ce soir on peut dire que le gouvernement a pris beaucoup de précautions pour lancer ce chantier de la refondation de l'intégration, Esther Benbassa? Oui, c'est un peu de la médecine homéopathique lorsqu'il faut un traitement de fond pour la question de l'égalité républicaine et surtout ce mot très gênant d'intégration puisqu'il s'agit de français. D'ailleurs, il y avait eu un très beau rapport de Thierry Thuon, conseiller d'État, qui parlait d'inclusion. Il est temps quand même de mettre les bons mots. Et puis, bon, il y a de bonnes choses, de petites choses, c'est du replâtrage. Sur la forme, est-ce que vous estimez quand même que c'est bien de présenter ce débat de manière sereine, comme l'a fait en tous les cas le Premier ministre? Il n'y a rien dans ce rapport, on est très serein. Oui. C'est des idées bateaux qu'on connaît depuis longtemps, sans se donner les moyens, on ne sait pas avec quoi on va faire ça. Bon, on va en parler sur le fond. Le mot République revient sans arrêt, voilà. Pour une part, assez d'accord avec Esther Benbassa. Le point d'atterrissage du gouvernement est intéressant quand on le compare en effet au rapport du conseiller d'État Thiot, à l'ensemble de ce que le gouvernement avait préparé et aux documents préparatoires à la réunion d'aujourd'hui. Dans ces documents préparatoires, il y avait des choses absolument hallucinantes. Le gouvernement a fait le choix d'enlever ce qui était le plus hallucinant. Donc vous saluez ce choix? Non, je constate une prudence. Mais qui ne dit rien, en réalité. Et à cet égard, Esther Benbassa a raison. Ça ne nous dit rien des intentions ou de la vision du gouvernement. Est-ce qu'on est réellement dans une politique d'intégration et d'assimilation telle que je la propose? Nous avons pas mal travaillé là-dessus à l'UMP. On a fait le choix, je pense, judicieux de distinguer les propositions que nous avons faites il y a quelques semaines sur l'immigration et d'autres que nous ferons avant l'été sur l'intégration, l'assimilation. Mais est-ce qu'on est dans cette idée qu'au fond, la difficulté en France aujourd'hui, c'est que on ne dit pas suffisamment ce à quoi il s'agit de s'intégrer dans un processus à la fois respectueux des différences et en même temps
collectivement très intégrateur, ou est-ce qu'on est dans cette vision évidemment, on va parler de cette question, l'inclusion de fond. Néologisme évoqué par Esther Benbassa, qui serait en réalité un abandon total de l'identité et de l'intégration, et le gouvernement ne tranche pas. Rokhaya Diallo, sans toutefois reculer sur le sujet, parce qu'il y a un plan qui est présenté, il va y avoir une personne qui va chapeauter cette nouvelle structure donc de suivi. Est-ce que vous estimez quand même, malgré l'opération des minages, que le gouvernement a mis les choses sur la table ? Non, il n'a pas mis les choses sur la table. Pour moi, c'est effectivement un rapport à minima. On est sur des termes extrêmement consensuels, une prudence extrême. Parfois, on sent qu'il y a vraiment une difficulté à nommer les choses. Alors, le préambule du rapport... Comme ça a toujours été le cas, d'ailleurs. C'est vraiment, ce sont des sujets qui sont très délicats en France. On parle de gens qui sont d'origine immigrée. Alors maintenant, immigré, c'est une origine. C'est quelque chose qui est quand même en termes de français, de langue française, très très problématique. On est dans une peur de nommer les choses et de les dire telles qu'elles sont. Et puis, le préambule explique que les Français qui sont issus d'immigration, qui sont de parents ou de grands-parents immigrés, n'ont pas vocation à être intégrés puisqu'ils sont déjà français. C'est ce qui est dit en préambule, et tout le rapport montre un amalgame entre les immigrés et leurs enfants. On a le sentiment que finalement, même quand on a 2 ou 3 générations qui nous séparent de l'arrivée de l'aïeul qui s'est installé en France, on l'a toujours perçu comme un élément étranger qu'il faudrait quelque part formater pour qu'il s'intègre à une France qui est déjà la sienne. Donc il y a vraiment une problématique de reconnaissance des citoyens d'origine étrangère. Yvan Rioufol, expliquez-moi quelque chose. Si le gouvernement était allé trop loin, tout le monde aurait hurlé autour de cette table, enfin une partie peut-être en disant que c'était honteux d'aborder ces questions, etc. Et quand le gouvernement recule comme l'ont voulu certains, on dit c'est pas assez. Oui, il ne fallait ne rien faire, parce qu'on avait bien vu, oui, bien sûr, il fallait baisser les bras sur ces grandes questions sociétales dont on voit bien qu'elles enflamment aujourd'hui le débat public. Il aurait été sage, naturellement, de repousser à plus tard, et en tout cas avec un autre gouvernement, ce genre de sujet. Car ce genre de sujet se lie parfaitement à l'aune de ce qui a été écrit précédemment, du rapport Thuot et des 5 rapports précédents, qui inspirent de l'aveu même des rédacteurs de ces rapports-là. Il y a encore un article dans l'Humanité ce matin d'un de ces rédacteurs de rapport qui explique que ces rapports ont bien été, inspirent bien aujourd'hui cette feuille de route du gouvernement. Simplement, on n'y comprend rien naturellement, car les mots essentiels ne sont pas prononcés. Le mot inclusion, qui dit tout de ce qu'est aujourd'hui l'abandon de cette politique d'intégration, n'est pas intégré dans cette réflexion-ci. Donc, c'est de la poudre aux yeux, c'est une manière de faire un pas en avant, mais ce pas en avant n'est compréhensible que si l'on voit quel est le but qui est visé. Prenons les mesures. Il y a 2 piliers. On les a sous les yeux. On a le rapport. Il y a l'intégration des primo-arrivants. Ce sont ceux qui sont en France depuis moins de 5 ans. Et puis, il y a la lutte contre les discriminations dont sont victimes. Ça, c'est une réalité. Les descendants d'immigrés. Ce sont 2 aspects importants de la politique d'intégration. J'imagine que c'est consensuel. Je suis favorable à l'intégration, je suis favorable à la lutte contre les discriminations. Au demeurant, je considère aussi que la lutte contre les discriminations passe par la poursuite d'un processus d'intégration, et on peut être en France depuis un certain temps tout en constatant que l'intégration peut rencontrer un certain nombre de difficultés, y compris si le primo-arrivant est le parent. Le problème de l'intégration, ça n'est pas mettre une étiquette sur la personne, c'est simplement constater une difficulté à s'intégrer dans un modèle français qui évolue avec le temps. Il n'y a rien de rigide et de définitif pour l'éternité, et en même temps, on ne peut s'intégrer qu'à l'égard d'une référence. On ne s'intègre pas dans un self-service. Moi, j'ai toujours été frappé par la dégradation des mots, en réalité, où on est passé de l'assimilation à l'intégration, de l'intégration à l'égalité des chances, de l'égalité des chances, la diversité. À un moment, on ne voit plus ce à quoi il s'agirait d'adhérer. Je veux juste faire une observation sur le calendrier, tout de même, pour rester un peu sur les préambules, en quelque sorte. C'est que lancer ce débat juste avant les municipales, ça n'est probablement pas choisir le meilleur moment. Est-ce qu'il y a une manœuvre tactique de la part du gouvernement? Ça aurait été avant les européennes non plus, ça aurait été avant les sénatoriales non plus, ça aurait été avant la présidentielle. Avec tout le respect que j'ai à l'égard du Sénat de la République, avec tout le respect que j'ai à l'égard du Sénat de la République, pour défendre ce genre d'idées. Je pense que il y a effectivement une séquence électorale qui sollicite directement les électeurs, ce sont les municipales et les européennes. Ensuite, il y a un temps calme de quelques mois où un sujet important, en effet, qui est celui de l'intégration, aurait pu être posé, je pense, de manière plus opportune qu'il ne l'est là, à quelques semaines seulement des élections municipales. Oui, d'abord, il y a une contradiction frappante. On a toujours parlé du projet républicain, de l'idéal républicain, de la République. On commence par le titre « Politique d'égalité républicaine ». Ça veut dire que la République, jusqu'à maintenant, n'a pas pu assurer l'égalité.
Donc il y a un constat là. Que vous partagez, j'imagine. Ah ben je partage, mais donc, ça va à l'encontre de ce qu'on nous dit, parce qu'on finit le texte par les louanges du oui, mais vous êtes d'accord que cette politique elle est basée sur des républicain. Principes républicains. Il ne s'agit pas de partir sur une logique communautaire. Non, mais on ne parle pas de communauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'égalité républicaine. Je ne peux rien. C'est le constat puisque c'est le titre. Deuxièmement, c'est vrai que je suis très contente qu'on ait séparé la question des primo-arrivants du ministère de l'Intérieur, parce que le gouvernement précédent l'avait collé et c'était une très mauvaise chose. Mais en revanche, tout ce qu'on préconise là, c'est voilà, on va lutter contre le décrochage scolaire. On parle de ça depuis des années. En plus, ça concerne beaucoup plus que les immigrés et leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont en échec scolaire, qui sont pas issus d'immigration. Des blancs, il y a les jeunes des campagnes, etc. Alors, il y a toute une série de poncifs du genre la belle diversité. On en a entendu. Esther Benbassa, il faut aussi comprendre que c'est un rapport. C'est pas dans 30 pages que vous allez avoir la quintessence. Ah non, mais la quintessence, moi je... Des rapports aussi creux. Et en filant à ce point des mots et des lieux communs, il y en a assez. Simplement, il faut se contenter de ce que l'on a. Il faut quand même pouvoir analyser les mots tels qu'on nous les présente. Et effectivement, les mots qui reviennent très souvent, c'est égalité, c'est droit et c'est République et discrimination. Et le message qui est passé malgré tout à travers tous ces mots, c'est que la République est fautive de cet échec de l'intégration parce que la République est discriminante et que l'on présuppose que la République on présuppose que la République est dans le fond un peu raciste. Et c'est cette attitude-là qui est tout à fait non, ce mot n'est pas... Mais attendez, je finis mon raisonnement parce que cette attitude-là est profondément révoltante car elle signifie que le primo-arrivant, même l'immigré, celui d'origine immigrée, n'a pas d'effort à faire pour s'intégrer et que c'est à la République d'avoir l'effort à faire pour s'intégrer. Attendez, vous permettez, mais attendez, je finis mon raisonnement, vous me contredirez après. Et cela reflète tout à fait ce qu'est aujourd'hui l'inclusion, car l'inclusion, c'est en gros, ça veut dire vous venez comme vous êtes, dans le fond, et vous respectez le minimum des règles. C'est le slogan. C'est un point important, oui. Pardon ? Allez-y. Oui, et l'intégration telle qu'elle est vue en sous-jacence de tous ces mots ici, c'est de dire qu'il y a une réciprocité, c'est-à-dire que la République n'est plus simplement celle qui est l'exemple à suivre, mais qu'il y a une réciprocité, une sorte de partage réciproque entre celui qui arrive et celui qui accueille. Et je trouve que cette formule-ci est une formule tout à fait désastreuse qui va à l'encontre de notre culture républicaine. Qui doit faire l'effort? Le primo-arrivant ou est-ce que c'est à la République? Alors il y a un amalgame de choses. Tout à l'heure, vous avez mentionné effectivement la question de la lutte contre les discriminations. Je rappelle quand même qu'il y a des Français qui ne sont pas issus d'immigration, donc qui sont ultramarins, qui peuvent être ciblés par des discriminations. Donc le fait de faire l'amalgame montre qu'il y a une catégorie de Français qui est invisibilisée parce que la plupart des Français de l'outre-mer ont une couleur de peau qui est sombre et peuvent être exposés à des discriminations. Par ailleurs sur la question effectivement de la question que vous soulevez, la question... Ce que vous dites est exact, mais... Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, en fait, vous avez fait un lien entre la lutte contre la discrimination et le fait de l'intégration. Vous disiez que vous luttiez contre les discriminations, mais ça n'a pas de rapport. Il y a des gens qui n'ont pas vocation. La question vous était posée, et c'est un des chapitres. Ce que je veux dire, oui, il y a des gens qui sont discriminés, qui ne sont pas du tout concernés. Oui, mais là, il faut être juste. C'est marqué transmettre les droits et devoirs de la République. Cette phrase non, là il faut les droits et les devoirs, mais si vous faites l'accumulation des droits et devoirs de la République, les droits et devoirs de la personne, si vous faites l'accumulation des mots... Il faut mettre de la casuistique. Vous parliez tout à l'heure d'un mot qui n'était pas là. Moi, je suis très étonnée de l'absence du mot racisme. On sort quand même d'une séquence extrêmement rude qui a été subie par la garde des Sceaux. On a vu surgir des débats extrêmement importants sur le racisme, sur l'antisémitisme. Je suis très étonnée que ce mot-là n'apparaisse pas, alors qu'il y a des chiffres qui nous montrent que la République peut propager du racisme par le biais des contrôles au faciès. Laissez-moi terminer. C'est ceci qui devient absolument insupportable dans ces gens. Je veux juste terminer mon raisonnement avec des chiffres. Laissez-moi terminer. La République est respectueuse des droits. Non, mais laissez-moi terminer. Vous ne pouvez pas généraliser sur une idiotie. Laissez-moi terminer et au nom de la politesse. Moi, je ne vous ai jamais interrompu. Donc la République, effectivement, peut perpétrer des discriminations, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, quand on est d'origine maghrébine, on a 8 fois plus de risques d'être contrôlé par un policier que quand on est blanc. Et quand on est d'origine, quand on est de couleur noire, on a 6 fois plus de risques. Donc
qu'on est bien d'accord, l'institution policière et la République, je vais finir par défendre le rapport, c'est dedans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la police, c'est la République. On est bien d'accord. Donc la police, et non, mais ce qui est proposé, c'est pas ce que j'ai dit. Vous ne m'écoutez pas, vous parlez pendant que je parlais. Pour finir cela, ce que préconise le rapport pour lutter contre, j'ai lu les 33 pages du rapport, monsieur Mariton, donc ne supposez pas, ne m'attaquez pas en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit, c'est vraiment très bas de votre part. Par ailleurs, pour ce qui est de la police, on a le rapport sous les yeux, donc ce que propose le rapport, c'est d'instaurer des caméras piétons pour lutter contre les contrôles faciès. Donc on propose aux citoyens d'abandonner une partie de leur liberté en étant surveillés par davantage de caméras plutôt que d'instaurer un simple récépissé. Les moyens peuvent être discutés. On était d'accord toutes les deux. Non, mais il n'y a pas que les caméras. Il y a le matricule et l'abandon du tutoiement. C'est déjà pas mal. Les moyens se discutent. C'est déjà pas mal. Et l'abandon du tutoiement. Si. Mesdames, s'il vous plaît, mesdames, pour sortir, on va pas prendre, s'il vous plaît, on va pas prendre une mesure. Essayons de... C'est déjà pas mal. Attendez, j'ai une question, si je peux me permettre. Ce débat, parce on l'a démarré il y a 15 minutes, 20 minutes, sur l'intégration, il est beaucoup plus large que ça. Est-ce que pour vous aussi, c'est un débat sur notre capacité à vivre ensemble? Est-ce que c'est tout le modèle d'organisation de notre société? Oui, je finis ma question. De notre société qui est en jeu, justement. Mais bien sûr, mais on ne sait pas. Le problème de ce rapport, c'est il y a de bons principes. On ne peut pas dire que tout est faux. Et, bon, ils auraient pu s'inspirer des rapports qu'ils ont eus parce qu'il y avait des choses plus intéressantes et plus intelligentes. Mais le problème n'est pas là. On ne se dit pas quels seront les moyens pour combattre les discriminations. Comment on va mesurer les discriminations? On ne sait pas. Les discriminations, c'est pas je dis je suis discriminée, ça veut rien dire. Et puis on ne dit pas comment on va arriver, comment on va réaliser ces objectifs par la discrimination. Est-ce que c'est la discrimination positive? Est-ce que c'est non mais je donne des exemples. Les déclinaisons et les moyens. On n'a pas les moyens. Est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, je comprends très bien. Mais quand vous parlez de discrimination, vous exemptez les primo-arrivants et ceux qui sont là, même depuis une génération ou deux, de faire l'effort de s'intégrer. Et vous appelez ça, cette leçon, je suis une étrangère, je suis aujourd'hui sénatrice, je suis professeure à la Sorbonne. Mais je vous donne pas de leçon. Les étrangers ne sont pas des pauvres types qui viennent et qui se servent de l'argent de la République et qui ne travaillent pas et qui ne font rien. Pas comme ça. Je suis observateur de ce débat depuis très longtemps et je vois que derrière ce mot que l'on galvaude de discrimination, on y met tout et n'importe quoi et notamment l'excuse de certains de ne pas vouloir faire l'effort de s'intégrer au cœur de la République. Il y en a certains, mais c'est pas la peut-être, mais n'abusez pas de ce mot-là, parce que ce mot-là est un mot creux. Et j'aimerais que l'on parle aussi de la politique du mérite et de la politique de l'effort et de la politique des devoirs. Or, nous ne parlons que des droits. Et je suis discrimination. Voilà. On va la suivre et on va en parler. C'est ce que je reproche à ce document. La question de la discrimination est effectivement souvent évoquée dans le document. Elle est importante, mais de fait, elle ne peut pas résumer le sujet de l'intégration. Car l'intégration... C'est pas la même chose. Alors, attendez, Hervé Mariton, il a prononcé un mot. On s'intègre pas, ils sont français depuis 400 ans. J'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de nos concitoyens. J'ai été même brièvement ministre de l'Outre-mer et c'est un sujet dont je mesure toute l'importance. Je suis simplement en train d'évoquer un autre sujet puisque nous parlons bien de l'intégration des personnes d'origine étrangère ou étrangères, et à ma connaissance, cela ne concerne ni les métropolitains, ni les Antillais, ni les Réunionnais. Ni les Français qui sont nés en France, même s'ils sont d'origine étrangère. S'agissant de notre sujet, la question de la discrimination, aussi importante soit-elle, et c'est une question de logique, la discrimination, elle concerne ce sujet, même si d'autres personnes peuvent être concernées par la discrimination qui ne sont pas dans ce sujet. Non, mais il faut essayer d'être un peu rigoureux. Je dis simplement que quand on aborde ce point, et on l'aborde, ce rapport, qui est tout de même en réalité un rapport pour rien, parce qu'il dit des choses, il n'y a pas vraiment de raison d'être très contre, mais il n'y a pas de raison non plus de penser qu'il fait beaucoup bouger les choses, ni dans le bon, ni dans le mauvais sens. Il y a déjà ce rapport. Il y a déjà des raisons pour être contre. Ce rapport a comme immense défaut de ne pas poser réellement la question de l'intégration. Parce qu'en réalité, et on le voit y compris au travers de ce débat, c'est est-ce que l'on considère que la volonté... Hervé Mariton, dommage que vous ne l'avez pas posé avant, vous qui étiez aux affaires alors. Il m'est arrivé d'être critique, y compris sous le mandat précédent, vous le savez. Mais pour autant, une des bonnes choses, il n'y en a pas tant que ça, qui ont été faites
sous le mandat précédent, c'est le débat sur l'identité, même s'il a été malmené. Mais l'intuition de ce débat sur l'identité nationale était de mon point de vue une bonne intuition. Je dis simplement qu'au fond, est-ce que nous sommes en 2014, est-ce que le sujet est bien celui d'un ensemble auquel il convient de s'intégrer? En bref, est-ce que le vivre ensemble dont vous parliez est un vivre ensemble global, avec une communauté nationale, ou est-ce qu'on est sur un autre modèle, une autre réponse politique? Le rapport ne tranche pas, et compte tenu de toutes les influences qui pèsent sur l'exécutif, les rapports antérieurs, les documents préparatoires à ce rapport même, l'ambiance qui règne au sein de la majorité, on doit être très inquiet. Donc on a le sentiment là d'un rapport vaguement anesthésiant, avec derrière un certain nombre de visions destructrices de l'identité et de l'intégration qui restent à l'œuvre. Parlons des choses concrètes. Vous faites là de la rhétorique, monsieur. Non, vous n'avez pas lu le rapport. Il y a des gens qui refusent de poser la question de l'intégration, vous le savez. Non mais monsieur, vous faites de la rhétorique. Arrêtez de faire la rhétorique. C'est un pays comme d'autres pays qui discriminent. C'est normal qu'on cherche les moyens. Peut-être ce rapport n'est pas complet. Il met en avant la sacro-sainte République qui a échoué. Mais une piste. Qu'est-ce que vous avez contre la sacro-sainte République, Esther Benbassa? Aujourd'hui, la France est de plus en plus multiculturelle et la République doit s'ouvrir et prendre ce qui est bien dans le multiculturel et rejeter ce qui est mauvais. On est dans la rhétorique. Je vais vous poser une question. Une piste, une mesure selon vous qui aurait dû être inscrite noir sur blanc dans ce rapport. Selon vous, si vous deviez avoir une piste. Le droit des étrangers, par exemple, en termes d'intégration. C'est autre chose. Non, mais c'est une question d'intégration. Non, je crois qu'il y a vraiment... il faut mesurer la discrimination. On ne peut pas sans mesurer prendre des mesures. Parce que c'est comme si on ne connaît pas le Mais comment on la mesure? Mais aussi, on a des statistiques, on peut faire ça par les recensements, savoir quelle est... Parce que la première... Vous avez la grande honnêteté, Esther Benbassa, de dire que ce que vous voulez, c'est une république multiculturelle. Vous avez dit le... Non, elle n'est pas encore multiculturelle. Allez chez Picard, regardez, elle ne l'est pas encore. Vous avez les nems à côté du couscous, et c'est précisément... C'est un exemple parlant. Ça résume les choses. Ce n'est pas ça, le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est quand les communautés se renferment sur elles-mêmes et finissent par se haïr. Et finissent par se haïr. Non, ça ne marche pas. Le multiculturalisme, c'est la guerre. Est-ce que chez nous, ça marche? Non, ça ne marche pas. Mais je ne suis au demeurant pas sûr que les États-Unis. Je ne suis pas sûr que les États-Unis. Est-ce que je pourrais dire 3 mots sans être interrompu? Vous savez quoi? Plus vous allez parler posément, plus les téléspectateurs vont arriver à vous suivre tranquillement. Donc je voudrais simplement dire que je félicitais Esther Benbassa pour sa franchise. Effectivement, c'est bien de ce multiculturalisme-là dont il est question. Et c'est bien ce multiculturalisme-là qu'il faut contester. Et je pense que le problème est mal posé à travers ce rapport, car les socialistes au pouvoir oscillent dans une sorte de double langage permanent entre un discours républicain qui est de dire seule la République unifie les Français, et en même temps faire un discours communautariste et clientéliste auprès notamment d'un électorat de la diversité qui lui permet de dire que dans le fond il fait également une politique multiculturelle. Et cette grande ambiguïté... Je suis étonnée d'une chose, depuis tout à l'heure je n'ai pas entendu un mot qui me semble très important pour l'intégration. C'est l'emploi. L'emploi, il y a plusieurs mesures. Alors ça, on peut le saluer quand même. Il y a plusieurs mesures, mais on ne sait pas comment. Mais si on veut parler de choses très très concrètes et qui n'ont pas forcément un impact immédiat, le musée de l'immigration, par exemple, est mentionné. C'est le seul musée national qui n'a jamais été inauguré par le président de la République. Et qui n'a jamais réussi non plus. Voilà, c'est ça. Alors qui ne bénéficie... Oui, non, mais personne n'y va parce qu'il n'y a pas de communication autour de ce musée-là. Mais la symbolique, je pense que cette symbolique... C'est un symbole quand même, c'est un symbole. Attendez, c'est un symbole. Pas d'aparté. Sur le refus du multiculturalisme, Yvan Rieufol, vous faites semblant de ne pas voir une France qui existe. Les images que je vois défiler depuis tout à l'heure devant moi sont des images de la ville de Paris qui montrent bien que la France est un pays où les gens sont issus... La multi-ethnicité, le multiculturalisme, ça n'a absolument rien à voir. C'est en effet deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Ces discours-là qui referment les populations. Mon histoire, l'ADN de la France... Attendez, on l'écoute.
vous êtes exprimé très longuement, donc permettez-moi de terminer ma phrase, s'il vous plaît. C'était Mme Benbassa. Non, c'est vous qui parlez, vous étiez la main sur le cœur en train d'exposer votre biographie. Terminez votre phrase. Ce que je veux vous dire, c'est que la France gagnerait à reconnaître simplement son identité telle qu'elle est. Le débat que nous avons eu il y a quelques années sur l'identité nationale était une honte, c'était un débat qui ne se posait que dans une vision mythologique d'une France qui aurait été toujours blanche et chrétienne, mais qui aujourd'hui n'est plus comme cela. Donc il faut la regarder telle qu'elle est et poser la question de sa réalité. On peut revenir, après je vais revenir quand même un mot sur le chômage, c'est quand même très important. Dans les périodes de forte croissance et de prospérité, l'intégration s'effectue presque naturellement. Je ne sais pas, vous êtes d'accord? Non plus, madame. Elle pourrait s'effectuer naturellement dans ces périodes. Dans les périodes de stagnation, de chômage, au contraire, l'immigration se traduit souvent par l'exclusion et des tensions. Justement, comment amener un débat apaisé sur ces questions, Esther Benbassa? Oui, mais déjà, en prenant les choses d'une manière concrète, on dit l'école. Voilà, d'accord. Par exemple. Mais moi, je sais pas, j'ai enseigné 15 ans au collège et lycée. Moi, j'avais 23 ans. On m'a dit, toutes les Fatima, tu les envoies en technicienne du sol, je sais pas comment ça s'appelait, technicienne de surface. Ah bah, technicienne de surface. J'avais 23 ans, j'étais jeune, j'avais eu mon concours, mais moi, j'ai envoyé les Fatima en technicienne de surface et en tourneur les Mohamed. Et ben après, quand j'ai compris, je me suis dit que j'avais fait une vraie bêtise et que c'est pas comme ça qu'on ferait de l'inclusion. D'accord? Alors, l'école est un haut lieu de discrimination. Elle l'a été. Elle n'a pas changé. On a le problème PISA. Non, mais on a vu... Non. On a eu les résultats de ce sondage. Elle l'a été. On ne peut pas s'essuyer les pieds sur ce qu'est la France comme ça devient insupportable d'entendre la manière, le mépris que vous avez de cette manière que vous avez de parler la France. La France n'est pas ce pays multiculturel que vous voulez. La France, elle a 1500 ans d'âge. Elle a été construite sur l'assimilation et ensuite sur l'intégration. Je suis d'accord pour reconnaître que l'intégration ne fonctionne plus, qu'il faut sans doute une troisième voie, mais certainement pas la voie du multiculturalisme, qui encore une fois serait une voie de fracture qui commence déjà à arriver, de fracture nationale, et encore une fois de confrontation des identités qui pourrait déboucher sur des conflits. On peut peut-être ne pas se résigner à l'échec. Et s'agissant de l'éducation, on a tout de même eu dans notre pays des époques d'immigration où l'éducation a été un facteur puissant d'intégration et de promotion. Tout à fait, d'intégration et de promotion qui a marché. Et donc, attendez, si je peux, et donc, en effet, c'est une des questions fondamentales qu'il faut poser. Mais cette question fondamentale, c'est bien qu'il y a... Pourquoi ça ne marche plus? Mais parce qu'il y a un idéal auquel on ne propose même plus d'adhérer. Parce que la question de l'intégration n'est même plus posée. Parce que la République est devenue un self-service. Non, parce que les valeurs de la République se sont affaiblies. Moi, je suis historienne. Je lis ces étrangers qui arrivaient et qui disaient « Nous sommes venus pour la liberté en France, pour la fraternité, pour l'égalité. » C'était des vraies valeurs. Et alors l'adhésion se faisait. Et depuis, la République, pour beaucoup et par beaucoup, a été transformée en self-service. Ça ne marche pas. Je voudrais quand même que l'on retrouve un peu la raison. Si l'intégration ne fonctionne plus, ce n'est pas parce que la France est raciste, c'est parce qu'il... On n'a pas dit ça? Si, je suis désolé, ça a été dit. Ce n'est pas parce que la France est raciste, c'est parce que la France ne peut plus intégrer comme elle le fait depuis maintenant des années, 200 000 personnes par an qui viennent d'une immigration de peuplement. Alors, difficulté d'intégration pour les uns, difficulté par rapport aux valeurs pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que la solution... Le débat ce que je veux dire, c'est que les Suisses nous disent aujourd'hui est un problème beaucoup plus fondamental que celui de l'intégration. Rokhaya Diallo, Esther Benbassa, merci à vous. On arrive à la fin de ce journal. C'est un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'émission Prof par 3. L'invité, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin. Je vous souhaite une belle et douce nuit. À demain avec un très grand plaisir.